Bonjour à tous. Mon nom est Pascal Borel et aujourd'hui je ne vous parle pas des montagnes suisses, je suis à Genève, en Suisse. Et je vais vous lire le chapitre 7 de 2024, le livre que j'ai écrit et dont le but final est de vous donner une feuille de route pour la non-coopération sociale qui vise à redonner leur force à nos démocraties, redonner leur force aux politiques, au service du seul souverain, le peuple, et non au service de leurs intérêts en particulier. La non-coopération sociale est véritablement une feuille de route qui obligera les amendements constitutionnels dont nous avons désespérément besoin pour redonner encore une fois son pouvoir au peuple et aux démocraties occidentales. L'idée, c'est que vous avez ce livre sur Amazon, bien entendu. Vous avez le livre en question sur notre site internet www.4v24.com. Gratuitement, vous pouvez le consulter. C'est un espace de liberté où vous pouvez vous exprimer, mettre vos commentaires, etc. Et si vous préférez le livre, vous le trouverez bien sûr en français et en anglais sur Amazon. Voilà. Aujourd'hui, le chapitre 7, source de revenus des États. Quelques citations. S'il a un accès illimité à ton argent, ton gouvernement t'imposera une dictature sans limite. Une personne qui a le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien utilisera ce pouvoir pour lui-même au détriment de tous. Or creating money out of thin air is a great power to have. À savoir, créer de l'argent sans travailler à partir de rien est un super pouvoir. L'argent sans limite est le déclencheur de toutes les guerres. Quand le pouvoir ne craint plus le peuple, c'est la porte ouverte vers l'esclavage. Les revenus des États comme la Suisse, la France, les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie et en fait de tous les systèmes gouvernementaux, qu'ils soient démocratiques ou dictatoriaux, se structurent en 9 catégories. Je vais vous les énumérer ici. Premièrement, les impôts sur les revenus, qui peuvent atteindre plus de 60%, mais qui sont en général compris entre 15 et 40%. Deuxièmement, les taxes indirectes, par exemple sur l'énergie, comme l'essence, qui devraient coûter entre 25 et 50 centimes d'euros par litre et qui coûtent aujourd'hui près de 2 euros, donc plus de 500% de marge pour l'État. La TVA, entre 6 et 30%. Les taxes sur l'alcool, les tabacs, les cinémas, les restaurants, les voitures, etc., quasi à l'infini. Ce sont les impôts indirects. Troisièmement, les taxes de succession, comprises entre 30 et 40%. Alors que tu as rempli ton devoir social et fiscal, tu as déjà payé taxes et impôts toute ta vie. Les gouvernements t'interdisent de léguer ton patrimoine à tes enfants sans toucher leur dîme. Quatrième point, l'impôt sur la fortune, qui rapporte entre 0,1 et 35% de la valeur des actifs suivant les circonstances et dont souvent la collecte coûte plus cher que ce qu'elle rapporte à l'État. Donc c'est uniquement un moyen de contrôle. Cinquièmement, l'impôt sur la valeur de tes biens immobiliers, compris entre 0 et pouvant aller jusqu'à 50% suivant le type de bien et les juridictions. Le but est de te laisser assumer toutes les charges d'entretien sans pouvoir en récolter les bénéfices. Dans les faits, cela équivaut à te priver de l'accès à la propriété. Sixième impôt, l'impôt sur les gains en capitaux, qui peut atteindre jusqu'à 40% de tes profits, alors que tu es le seul à prendre le risque d'investir dans des titres ou autres produits financiers.
Bien entendu, l'État se sert quand tu gagnes et ne te rétrocédera rien quand tu perds. Septième impôt, l'inflation ou l'érosion de la valeur de l'argent. C'est l'impôt ultime. C'est la forme de taxe la plus injuste, car elle pénalise en priorité les petits épargnants, tout en préservant les plus riches, les propriétaires immobiliers et les détenteurs du capital sous forme de titres, donc en fait d'actions en bourse. Si tu avais une somme d'argent liquide à la banque représentant 100 dollars de pouvoir d'achat en 1920, tu as moins de 1 dollar de pouvoir d'achat aujourd'hui. Pour résoudre les crises, pour satisfaire à leurs dépenses, pour maintenir le système monétaire en place, les États impriment de la monnaie avec la complicité des banques centrales et ce faisant, ils ont divisé par 100 la valeur de ton argent et de tes économies en à peine plus d'un siècle. Nous verrons tout cela en détail dans un instant quand nous parlerons de banque centrale. Le huitième impôt, la dette politique, que tu appelles encore dette publique. C'est de l'argent facile pour les politiques qui endettent chaque citoyen à hauteur de 100% de ce qu'il produit en une année de travail, parfois plus, tout en laissant le plein contrôle de la manœuvre à l'État. Pour ne pas avoir à rendre de compte, pour te rendre coupable et responsable de cette escroquerie financière, les politiques ont habilement appelé cette source de revenus dette publique, alors que c'est une dette politique. Le public, le peuple, n'a jamais souhaité s'endetter de cette façon. C'est l'État qui organise ça pour compenser sa gestion désastreuse de la nation. Neuvièmement, le vol pur et simple, comme on l'a observé à Chypre il y a quelques années, où les autorités ont ponctionné environ 10% sur tous les comptes bancaires individuels qui affichaient plus de 100 000 euros d'économie. C'est un vol pur et simple, et les États sont légalement capables d'organiser quelque chose comme ça sans que tu puisses ne faire quoi que ce soit. La statistique est la grande sœur du mensonge. En anglais, lies, damn lies and statistics. Tu peux faire dire n'importe quoi aux chiffres en les manipulant en fonction des intérêts du moment. Le fait est que du point de vue du citoyen, la simplification ci-dessus en 9 points des sources de revenus des États est absolument incontestable. Suivant la méthode de calcul, les États te ponctionnent au minimum 40%, mais pour l'écrasante majorité des citoyens, entre 60 et 80% de la valeur de ton travail et de ton patrimoine. Et si à cela tu inclus l'impôt ultime, l'impôt caché, à savoir l'inflation, les mauvaises langues peuvent te dire que l'État ponctionne en un siècle 99% de la valeur de ton argent et ou de tes actifs monétaires. Le pire est qu'ils ont raison. Il n'y a aucun contre-argument. Il n'y a rien à redire à cela. Aucune royauté, aucune dictature, aucun régime, aussi sévère qu'il soit, n'a jamais réussi un tour de force pareil dans l'histoire de l'humanité. Avec ton consentement bienveillant, nos démocraties sociales rendent acceptable une ponction des richesses produites par leur propre peuple comme jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Je te rappelle que dans les périodes du Moyen Âge et même de la Renaissance, la ponction fiscale des royautés était de l'ordre de 4 à 8%, une moyenne à 7, on va dire, mais ça ne dépassait jamais 10%. De nos jours, on est à près de 60 à 80% de la valeur de ton travail qui est dépensée par l'État plutôt que de sortir de ta poche. Il n'y a pas de petit profit. Et en démocratie, tous les moyens sont bons pour te déposséder de la valeur de ton travail. C'est un vol institutionnel rendu possible par tous les mensonges qui, à force d'être répétés, deviennent ta réalité.
deviennent ta vérité, deviennent ce en quoi tu crois. Mensonges sur le réchauffement climatique et ses causes pour justifier les taxes de 500 à 800% sur l'énergie. Mensonges sur ta santé pour justifier les taxes de sécurité sociale ou les assurances obligatoires. Mensonges sur ton alimentation pour que tu sois malade chronique et que tu fasses tourner l'industrie pharmaceutique et médicale. Mensonges sur la gratuité de l'enseignement pour te déposséder de l'éducation de tes enfants et que l'État puisse y prendre ses taxes. Mensonge, mensonge et encore mensonge dès qu'un intérêt financier le justifie. En démocratie, et en particulier en politique, quand plus de 4 personnes ont le même avis, c'est qu'elles te mentent pour protéger leurs intérêts financiers. Le tout est relayé en boucle par les médias traditionnels ou médias d'opinion ou fake news media qui ne peuvent plus jouer leur rôle car leur première source de revenus sont les subventions des États et qui sont donc contrôlées par les États. Qui paye commande. Ceux qui te racontent les histoires contrôlent les sociétés, c'est une évidence. Les citoyens, donc le peuple, doit faire comprendre aux politiques qu'il est dans l'intérêt de l'État de repenser et de simplifier les structures gouvernementales de la base au sommet de l'édifice. La seule façon de le faire est de réécrire nos constitutions et de rendre leurs règlements, leurs règles absolument incontournables. En matière de revenus de l'État, les politiques doivent devenir des gérants disciplinés, à l'image des entreprises privées qui ont un budget bien défini et non extensible. Les États ne peuvent plus adapter les recettes à leurs dépenses. Ils ont l'obligation d'adapter leurs dépenses à leurs recettes. Le budget de l'État doit être défini en pourcentage de la valeur créée par tous les citoyens, les personnes physiques, et par toutes les sociétés, les personnes morales, en fait par tous les acteurs économiques du pays, quelle que soit leur structure juridique. Ce pourcentage est défini dans la Constitution et il est connu de tous en complète transparence. Les politiques sont tenus à la discipline financière que leur impose la Constitution. Toutes sources de revenus confondues, quel que soit le mode d'impôt ou de taxe, l'État ne peut pas prendre plus de 17% des richesses produites par la nation, par tous les acteurs économiques de la nation. L'État utilise au mieux ses recettes, ces 17%, pour mettre à disposition les infrastructures administratives, légales et matérielles qui donnent aux citoyens la capacité de créer de la valeur par leur travail. Si les dirigeants, gestionnaires politiques ne respectent pas leur budget, ils sont licenciés sans indemnité. Ils quittent la fonction publique et sont inéligibles à vie. Ils sont considérés comme de mauvais administrateurs et remis à disposition du marché du travail dans le secteur privé. Les analyses économiques montrent que le pourcentage idéal de la valeur produite par le pays alloué au fonctionnement de l'État est de 17%. Cela laisse aux citoyens 83% de la valeur de leur travail en pouvoir d'achat. Les citoyens sont tenus à une épargne individuelle solidaire obligatoire, EISO, de 9% pour leur santé, de 9% pour l'éducation de leurs enfants et de 5% pour leur retraite, soit 23% de la valeur générée par leur travail. Tous les citoyens disposent donc de 60% de leurs revenus en pouvoir d'achat immédiat. En d'autres termes, sur ton salaire,
17% sont pris par l'État et 9% plus 9% plus 5% sont épargnés sur des comptes de consignation à ton nom. L'argent reste à toi, c'est ton capital. Tu ne peux l'utiliser que pour des soins médicaux par des professionnels de la santé, pour l'éducation de tes enfants par des professionnels de l'enseignement et pour ta retraite. Toute utilisation abusive de ton épargne individuelle solidaire obligatoire à ISO à d'autres fins que celles pour laquelle elle est prévue est punie par des travaux d'intérêt public, dans les cas extrêmes, par la mise sous tutelle. Le modèle de taxe unique de 17% pour payer les fonctions administratives et autres responsabilités de l'État a déjà fait ses preuves à large échelle. Hong Kong a été pendant des décennies la plaque tournante de l'économie mondiale. On peut même dire la zone économique la plus efficace, dynamique et productive de la planète. Tout était made in Hong Kong. Je m'en souviens comme si c'était hier. Leur système fiscal était d'une simplicité déconcertante. Tu payais un pourcentage fixe sur tous tes gains. Pendant longtemps, ce pourcentage a été de 14%, puis il est passé à 17%. En d'autres termes, si en une année tu gagnes 100 000 euros, tu payes 17 000 euros d'impôts et l'affaire est réglée. Le coût de la collecte des impôts et des taxes est divisé par 100. Ta déclaration fiscale est faite en moins d'une minute. Plus besoin de fiduciaire, plus besoin de perdre ton temps avec l'empire de la paperasse que l'État t'impose dans toutes les démocraties actuelles. Travaille, éduque tes enfants, étudie, fais du sport. Mais je t'en supplie, utilise ton temps pour faire ce que tu aimes, pour faire ce qui est bon pour toi, pour ta famille, pour tes amis et ta communauté. Refuse à tout jamais de perdre ton temps dans la paperasserie stérile de la bureaucratie que t'imposent les États. Refuse la complexité inintelligible de ce qu'ils t'obligent à faire. Rappelle-toi que le temps que tu passes en bonne santé sur notre terre est ton bien le plus précieux. Il est inacceptable que tu le gaspilles en procédures administratives stressantes et inutiles au service de ceux qui te volent le fruit de ton travail, qui te volent ta vie pour assurer leur pouvoir et pour te contrôler, en fait. Si tu acceptes de perdre ne serait-ce qu'une heure de ta vie, c'est que tu n'en as pas compris la valeur. Les politiques intelligents savent que les solutions simples existent, mais ils refusent de les tester. Ils cultivent cette complexité qui donne son inertie au système et qui te fait croire que c'est immuable, que c'est comme ça, que tu ne peux rien changer. Ils doivent t'empêcher de disposer de ton temps. Tu risquerais de recommencer à penser et tu pourrais arriver aux mêmes conclusions que moi. Les solutions simples, les win-win deals, sont à ta disposition. Tu dois imposer qu'elles soient proposées, qu'elles soient testées, qu'elles soient mises en place maintenant, pas demain ou dans une semaine, je te le répète, maintenant. Il est intuitivement facile de comprendre que quand tu disposes de 83% de la richesse créée par tes activités, tu es d'autant plus motivé à travailler, à prendre en charge ta santé, à t'impliquer dans l'éducation obligatoire de tes enfants, pour ne citer que 3 exemples. Te redonner ton pouvoir d'achat, c'est te redonner tes responsabilités, tes devoirs et tes droits. C'est te redonner l'envie et la capacité d'entreprendre, d'innover, de créer les nouveaux biens et services indispensables
à l'évolution de notre mode de vie. Comme le dit le proverbe, le seul argent bien dépensé est celui qui sort de ton porte-monnaie, pas de celui de l'État. Les richesses créées par les citoyens, des citoyens libres, sont sans commune mesure avec ce que peuvent créer les citoyens esclaves de nos démocraties actuelles. En ne prenant que 17% de taxes, il ne faudra que quelques années aux systèmes gouvernementaux pour s'assurer des revenus supérieurs à ceux qu'ils collectent au travers du vol institutionnel d'aujourd'hui. En 2024, les peuples esclaves que nous sommes ne peuvent pas contribuer à leur juste valeur au bien commun. Un esclave ne pense pas à innover, à entreprendre et à créer le monde de demain. Il survit en essayant d'échapper au maximum aux contraintes de ses maîtres qui lui volent la valeur de son travail, qui lui volent sa liberté, qui lui volent sa qualité de vie et qui lui volent le futur de ses enfants. C'est dans ce monde que tu vis en 2024. Ma question est, combien de temps vas-tu encore l'accepter? Quand est-ce que tu vas te réveiller? Une des sources de revenus des États est sa banque centrale, qui définit les taux d'intérêt et qui imprime la monnaie, ce qui crée l'inflation et diminue la valeur de ton argent. Bien que dans la plupart des juridictions, les banques centrales soient censées être indépendantes du pouvoir politique, dans les faits, elles sont en étroite collaboration avec lui, pour ne pas dire aux ordres des politiques, car in fine, ce sont les politiques qui ont le pouvoir. C'est une relation difficile, car la plupart des politiques ne comprennent rien à l'économie, et encore moins à la finance. Les banquiers centraux les informent. Ils essayent de leur expliquer les mécanismes économiques qui justifient leurs actions, et la plupart du temps, les politiques n'ont pas d'autre choix que de s'en remettre aux professionnels. Mais l'État a besoin d'argent pour faire face à sa gestion calamiteuse et, quoiqu'ils n'y comprennent rien, les dirigeants savent qu'ils ont une source de liquidité inépuisable avec l'inflation et les banques centrales. Ils se servent de leur pouvoir sur les banques centrales pour se financer en faisant fonctionner la planche à billets en continu depuis environ 2 siècles. En fait, ils te volent depuis 2 siècles. Mais c'est seulement depuis quelques décennies que la machine s'est emballée et a échappé à tout contrôle. Je vais te simplifier ci-dessous, dans un instant, le rôle des banques centrales, pour quelles raisons elles ont eu leur utilité et pourquoi, en 2024, elles ne sont plus l'outil qui permet la stabilité de la valeur de l'argent, ni une saine et équitable gestion des finances, ni même d'être le garant des échanges monétaires de la nation. La première banque centrale, appelée banque publique, fut créée en 1609 à Amsterdam. Mais c'est la Banque d'Angleterre, créée en 1694, qui joue pour la première fois le rôle de la banque centrale. Il faut attendre 1803 pour que la Banque de France soit créée, et c'est seulement en 1914 que les Américains mettent en place la Réserve fédérale, connue sous le nom de Fed. L'idée première à l'origine des banques centrales répond à la nécessité pour les États de créer des liquidités pour maîtriser une période de crise comme une guerre. Si le pays doit rapidement fabriquer des armes pour se défendre et que l'État n'a pas les liquidités ni le temps de lever des impôts, il se procure les fonds nécessaires
auprès de la Banque centrale. Un deuxième cas de figure est une crise de croissance de l'économie qui nécessite du cash pour permettre aux entreprises et aux citoyens d'emprunter et construire rapidement les outils de production industrielle, les biens et les services nécessaires au développement de nos sociétés. L'idée première est louable. Elle apporte une solution simple et immédiate pour permettre de booster les échanges économiques en période de crise. Le problème est que les banques centrales ont été mises en place pour un autre temps, pour une autre époque, pour des économies beaucoup moins efficientes et moins bien comprises qu'aujourd'hui. Par manque d'expérience, nous ne pouvions pas anticiper les effets catastrophiques que le maintien à long terme de ce pouvoir de créer de l'argent à partir de rien allait provoquer. L'autre problème est le suivant. D'après toi, combien de temps penses-tu qu'il a fallu aux politiques et aux banquiers centraux pour réaliser qu'imprimer de l'argent à volonté leur donnait un pouvoir absolu sur la nation et sur tous les citoyens? La réponse est, ils le savaient avant même la création de la première banque centrale. Et c'est la raison pour laquelle la première tentative de mise en place d'une banque centrale aux États-Unis en 1791 n'a été approuvée par le Congrès que pour un court mandat. Elle était considérée comme anticonstitutionnelle. C'est évident. Certains hommes politiques de l'époque étaient plus éthiques qu'en 2024. Ils avaient compris qu'en centralisant le pouvoir monétaire dans les mains d'un tout petit nombre d'individus, ils allaient créer un déséquilibre totalement inacceptable à l'échelle de la nation. En fait, ils allaient enrichir de façon artificielle les plus riches, les détenteurs du capital, aux dépens de la classe moyenne, aux dépens des travailleurs, qui sont les seuls créateurs de valeur réelle par leur travail. Après la guerre de 1812, l'Amérique était en chaos. Et pour rétablir l'ordre, une deuxième tentative de création d'une banque centrale a eu lieu en 1816. Elle fut approuvée pour mettre fin à la crise, mais la condition était qu'elle ne dispose que de 20 ans de mandat. Celui-ci se termina effectivement en 1836. La raison de ce court mandat était de rétablir l'équilibre dès la crise passée, de restaurer une équité des pouvoirs entre tous les acteurs économiques de la nation. En fait, de nous rendre tous égaux devant la valeur de l'argent, comme nous sommes censés l'être devant la loi. Certains dirigeants politiques de l'époque, désireux de donner un futur aux États-Unis d'Amérique, avaient bien compris que les seules nations qui ont une chance de succès sont celles dans lesquelles tous les êtres humains sont égaux devant la loi et surtout égaux devant la valeur de l'argent, voire même de la fiscalité. Nous y reviendrons dans un instant. Tu peux aisément imaginer que ceux qui ont la possibilité de créer de l'argent à partir de rien, sans travailler, pendant 20 ans, veulent conserver ce pouvoir, conserver ce qui est pour eux la solution de facilité, la solution miracle pour se sortir de toutes les mauvaises situations. C'est l'immunité absolue qui leur permet d'effacer d'un revers de main leurs erreurs de gestion de la nation, de financer le copinage, qui deviendra ce que tu appelles aujourd'hui le lobbying dans tous les secteurs d'activité humaine importante. Tout cela sans travailler, sur le dos des citoyens, car je te le rappelle, quand tu imprimes de la monnaie, tu voles tous les citoyens en diminuant la valeur de leurs économies, sans devoir de rendre de compte
à personne. Cela a donné de violentes luttes politiques entre les escrocs qui souhaitaient utiliser ce pouvoir à des fins d'enrichissement personnel et les autres, plus éthiques ou plus moraux ou plus conscients de leurs devoirs politiques et surtout conscients d'être responsables de donner à la nation les structures qui en assurent le succès. Le 7e président des Américains, Andrew Jackson, de 1767 à 1845, totalement opposé au concept même de banque centrale, hors période de crise, ira jusqu'à faire graver comme épitaphe sur sa pierre tombale I killed the bank. En français, j'ai tué la banque. C'est tout à son honneur, car un vrai homme politique, un dirigeant qui joue son rôle, sait que les nations qui ont un futur sont celles dans lesquelles tous les hommes sont égaux devant la loi, devant la fiscalité et devant la valeur de l'argent. Si tu donnes à un petit groupe d'êtres humains le pouvoir de créer de l'argent à volonté, en fonction de leurs besoins du moment, il est évident qu'ils vont s'en servir. Aurais-tu l'idée de reprocher au lion d'user de son pouvoir, de sa force, pour tuer une gazelle? Quand tu donnes à un groupe d'humains le pouvoir de s'autofinancer sans travailler, de dominer tous les autres par le contrôle qu'il a sur la valeur de ton argent, donc de tes économies, es-tu assez stupide pour penser qu'il ne va pas l'utiliser pour lui-même à tes dépens? CQFD. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus loin. La seule constante, même à l'échelle de l'univers, est le changement. Imposer d'anciennes structures ou d'anciennes habitudes à tes enfants est criminel, car elles ont été faites pour un autre temps. Tu dois accepter le changement. Il n'est pas ton ennemi. Il est ton allié indispensable. Seule la mort d'un système permet sa renaissance. Basée sur les erreurs du passé, sur l'expérience que nous en avons tirée et sur notre connaissance des mécanismes monétaires, tu dois imposer une gestion équitable des monnaies basée sur les technologies que nous avons à disposition en 2024. L'argent est un outil d'échange mis à disposition des citoyens et de tous les acteurs économiques de la nation par l'État. Il n'est pas un instrument de pouvoir au service des politiques. Il est la propriété des citoyens. Je répète, l'argent est la propriété des citoyens. En aucun cas la propriété des États. La masse monétaire totale d'un pays doit être calculée selon une moyenne de M2 et M3. Tu liras les articles, l'article 11, enfin, dans le chapitre 11, les articles constitutionnels qui décrivent comment est-ce qu'on calcule la masse monétaire. On en fait une moyenne, bref, tu trouveras ça sur Wikipédia et à d'autres endroits. La masse monétaire peut être augmentée ou réduite une fois par année au 31 janvier en fonction de la croissance ou de la décroissance de l'économie réelle du pays. Elle est mise à disposition des utilisateurs dans une technologie de blockchain sur le modèle qui s'applique aux crypto-monnaies. Elle est disponible sous forme électronique et scripturale, en billets et en pièces de monnaie, en tout temps, au bon vouloir des utilisateurs, qui en sont les propriétaires, je te le rappelle. L'érosion de la valeur des monnaies par l'inflation est remplacée par un équilibre de valorisation de l'argent issu de la stabilité de la masse monétaire, de la confiance et du nombre de ses utilisateurs sans contrainte politique. Plus de contraintes politiques.
La valeur des biens de consommation s'adapte à la hausse comme à la baisse de la valeur de la monnaie par simple concurrence, comme pour tous les produits. Le concept obsolète des banques centrales disparaît. Les contraintes étatiques, les contraintes technocratiques et politiques qui dictent leurs actions n'existent plus. Le but est de créer un garde-fou en amont des risques de dérive tels qu'on les voit aujourd'hui pour empêcher tout comportement malhonnête de ceux qui centralisent dans leurs mains le pouvoir de créer de l'argent. Les premiers États qui mettront en place une monnaie efficiente, propriété de tous les citoyens plutôt que des politiques et des technocrates, gagneront un tel avantage économique que toutes les autres nations devront s'aligner. La raison en est simple. Les universités apprennent aux étudiants en économie que 90% de la valeur de la monnaie est déterminée ou supportée, si tu veux, par trois choses. Un, le travail des citoyens. Deux, par les infrastructures du pays. Trois, par les actifs tangibles. Tout ça est vrai. Mais en fait, ces trois critères ne comptent que pour 10% au maximum, pour 20% de la valeur d'une monnaie. C'est l'arbre qui te cache la forêt. Ils veulent te cacher la vérité, pourtant simple à comprendre. Le premier critère qui compte pour 90% de la valeur d'une monnaie, c'est le nombre d'utilisateurs qui lui font confiance. C'est le nombre d'êtres humains qui ont choisi de l'utiliser comme moyen d'échange de biens et de services, qui lui font confiance comme refuge pour stocker la valeur de leur travail sur le long terme sans risque d'érosion par l'inflation. En fait, la confiance des citoyens est le seul critère, celui qui pèse 90% sur la valeur de la monnaie. Tous ceux qui essayent de te démontrer autre chose sont soit des ignorants atteints de complexionnite qui par conséquent n'ont rien compris, soit des menteurs qui ont besoin de cette complexité pour te cacher la simplicité du problème afin de défendre leurs intérêts financiers et de te maintenir sous contrôle. Imagine un État comme la Suisse, ou la Russie, ou la Chine, ou les États-Unis, mettre à disposition de tous les acteurs économiques de leur nation et indirectement de la planète une monnaie dans une technologie de blockchain adossée à des règles simples et stables, en particulier quant à l'augmentation de la masse monétaire. Non seulement cette nouvelle monnaie aura tous les citoyens du pays comme utilisateurs captifs, contrairement aux crypto-monnaies de 2024, les crypto-monnaies qui ne dépendent que des utilisateurs qui ont choisi de leur plein gré de les utiliser. Mais en plus, cette nouvelle monnaie offrira une garantie étatique, légale et constitutionnelle. Sa valeur ne risque plus de fluctuer pour des raisons politiques, pour servir d'autres intérêts que celui de ses utilisateurs. Elle aura tous les citoyens de la nation comme fondation du nombre de personnes qui l'utilisent, et pour la première fois, la valeur de cette monnaie sera définie par la loi de l'offre et de la demande, comme pour n'importe quel service. Car je te l'affirme, l'argent n'est rien d'autre qu'un service mis à disposition des citoyens pour faciliter les échanges et pour stocker la valeur de leur travail. Tu auras enfin retrouvé ce que les États ont le devoir de te donner, un service monétaire efficient qui est la propriété, qui est ta propriété, qui sert tes intérêts, qui sert les intérêts des créateurs de richesses plutôt que les intérêts de la minorité qui te gouverne aujourd'hui.
Les premiers États qui donneront à leur monnaie blockchain, 1, une garantie étatique, 2, une stabilité légale et constitutionnelle et 3, des millions de citoyens comme utilisateurs captifs dès le premier jour, offriront un avantage compétitif immense sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin ou autres. Encore une fois, la logique est simple et inattaquable. La valeur des crypto-monnaies de 2024 ne repose que sur le nombre d'utilisateurs qui choisissent de leur faire confiance et de les utiliser de leur plein gré à leurs risques et périls. Leur attractivité et leur force viennent du fait qu'elles n'obéissent qu'à leurs propres règles. Elles sont autonomes, idéalement sans contraintes politiques et en principe sans contraintes légales. Leur faiblesse, et donc les risques qu'elles font prendre sont 1, elles n'ont pas d'utilisateurs captifs, 2, elles n'ont aucune stabilité ni étatique, ni légale, ni constitutionnelle, 3, de loin le plus grand danger, elles sont en concurrence avec les monnaies étatiques. Dès le jour où elles deviennent une menace au pouvoir de l'État, au contrôle que l'État a sur la valeur de ton argent, tes dirigeants t'imposeront des lois qui rendront leur utilisation passible de prison. C'est ce qui arrive quand tu ne décides plus de rien, quand le peuple ne peut plus déterminer ce qui est bon pour lui. C'est l'exact opposé de la démocratie dans laquelle le peuple décide. Démos, le peuple, kratos, décide. Démos, kratos, démocratie. Donc, les crypto-monnaies de 2024 sont sous la menace constante de voir leur valeur anéantie par l'arsenal légal que les États se sont donné et de voir fuir leurs utilisateurs car ils ne sont pas captifs. Ces risques cumulés en font aujourd'hui des produits financiers hautement spéculatifs dont la valeur ne tient qu'à un seul et unique critère, la perception qu'en ont les utilisateurs. C'est d'autant plus triste que tous les sages qui se sont penchés sur la question sont arrivés à la même conclusion. Les monnaies électroniques en blockchain sont l'avenir, c'est le futur, c'est la seule solution impartiale disponible aujourd'hui qui nous rendra égaux devant la valeur de la monnaie comme nous sommes censés l'être devant la loi. L'utilisation de ces monnaies évoluera au fil de l'utilisation à grande échelle et des expériences acquises. Mais c'est ton devoir de les imposer constitutionnellement pour les offrir comme un cadeau à tes enfants, aux États et à l'économie globale. Cette volonté ne peut venir que de toi, car les États n'abandonneront jamais le contrôle qu'ils ont sur les monnaies. Ils n'abandonneront jamais ce qu'ils savent être une manne financière inépuisable, donc une source essentielle de leur pouvoir. Pour lâcher prise, ils doivent y être contraints et forcés par la volonté citoyenne, par la volonté du peuple. Un enfant de 7 ans le comprend aisément, mais pas les technocrates. Ils sont tellement dans l'inertie de leurs habitudes de pensée, ils sont tellement formatés dans leurs certitudes qu'ils ne sont même pas capables de comprendre que mettre en place cette nouvelle structure monétaire est dans leur intérêt, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la nation et de l'économie, avant même d'être dans l'intérêt des citoyens. J'ai bien dit dans l'intérêt des États, car si tu y penses, ce sont les premiers bénéficiaires, avant même tes enfants ou n'importe quel acteur économique. Tous les politiques instruits ou qui ont un projet pour la nation dont ils sont en charge, ou qui sont tout simplement honnêtes avec eux-mêmes et avec toi, savent que tôt ou tard, ils devront rendre aux citoyens ce qui leur
appartient. Abandonner la mainmise qu'ils ont sur la valeur de ton argent. Dans un premier temps, ils doivent accepter que cela les privera d'une source de pouvoir pour le rendre au seul souverain, le peuple, et aux acteurs économiques qui pèsent sur le game. Tous les secteurs d'activité humaine qui ont de gros volumes d'échanges comme l'énergie, les matières premières en général, l'agroalimentaire, la chimie et tant d'autres, craignent l'instabilité de la valeur de l'argent. Pardon. Ils craignent l'instabilité de la valeur de l'argent plus encore que l'instabilité du cadre légal. Si tous ces acteurs financiers ont à disposition une monnaie dont la valeur s'appuie sur la confiance de centaines de millions d'utilisateurs captifs, sur une stabilité légale et constitutionnelle solide, ils voudront s'en servir à une échelle mondiale pour protéger la valeur de leurs transactions et de tous leurs actifs. Dès qu'une monnaie étatique sur une base de blockchain s'appuiera sur la confiance de centaines de millions d'utilisateurs, mais aussi sur le travail des citoyens, sur les infrastructures du ou des pays et sur les actifs tangibles des nations ou de la nation émettrice, le succès sera garanti. Tous les acteurs économiques qui comprennent la finance internationale, qui gèrent bien leur entreprise, voudront utiliser la stabilité de cette monnaie en priorité sur toutes les autres, car elle assurera une diminution d'exposition au risque. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, le nombre de politiques capables de comprendre et de mettre en place la logique simple que je te résume en quelques paragraphes se compte sur les doigts d'une seule main. Ils sont tellement dans l'inertie de ce qu'ils considèrent comme inchangeable qu'ils ne peuvent pas se projeter 3 ou 4 coups en avant dans le game et prévoir les effets. Ils sont timides, ils sont peureux, ils n'ont aucune confiance en eux. Ils n'ont aucun projet en dehors de leur propre intérêt à court terme pour se maintenir au pouvoir et abuser de leur accès illimité à ton argent, à la valeur de ton travail. C'est dramatique, car il suffirait de quelques personnes instruites qui aient pratiqué le monde financier, armées du courage de faire ce qui est dans l'intérêt de tous, et l'affaire serait pliée. Comment se fait-il que les politiques ne mettent pas les intérêts long terme de l'État en avant? Ils ne sont pas stupides, au contraire. Est-ce notre système éducatif qui les oblige à appliquer des processus plutôt que de penser, plutôt que de faire les liens, plutôt que d'être intelligent? Il est vrai que quand tu appliques un processus, quand tu suis une marche à suivre, apprise à l'école ou à l'université, tu cesses d'être intelligent, tu cesses d'être créatif, tu remplaces ta réflexion personnelle par ton formatage. Tu ne feras plus jamais rien d'autre que de donner de l'inertie à l'héritage du passé. Tu ne construiras jamais le futur. D'un point de vue philosophique et éthique, tu es un criminel, car tu imposes à nos enfants les structures du passé. Tu leur interdis de changer, de proposer, de tester les solutions simples et logiques sur lesquelles se construira l'avenir. Au début, la valeur de cette nouvelle monnaie subira de fortes fluctuations, car elle dépend de l'offre et de la demande. Si un grand nombre veulent s'en servir pour effectuer leurs échanges commerciaux, sa valeur augmentera. Bien sûr, les garde-fous qui empêchent de retomber dans les abus des dernières décennies seront mis en place, mais ce sera facile,
car une fois les règles bien posées et comprises de tous, elles ne pourront pas être transgressées. En particulier le calcul de la masse monétaire selon une moyenne de M2 et M3. La simplicité du système remplacera l'inextricable masturbation intellectuelle actuellement nécessaire à comprendre la finance d'aujourd'hui. Encore une fois, dans une situation complexe, tu dois arriver avec des idées simples. C'est le même principe que dans tous les secteurs d'activité humaine. La finance, le cadre constitutionnel, le cadre légal, la justice, et même dans le fait de rendre leurs responsabilités aux professionnels dans tous les secteurs d'activité humaine. Rappelle-toi toujours que l'excès de loi est la plus grande des injustices, que les individus qui cultivent la complexité sont ceux qui l'utilisent pour t'imposer leur dictature. En 2024, les technocrates qui gèrent le système monétaire, sans même parler des arrivistes qui en tirent profit, ne respectent pas une des règles les plus fondamentales de l'évolution de la vie. Quand la nature a une solution simple, elle n'en choisit pas une compliquée. C'est le modèle que nous devons suivre. Les structures humaines que nous avons créées de toutes pièces, les règles qui nous unissent, qui font de nous l'espèce collaborative la plus extraordinaire que la Terre n'ait jamais portée, doivent être simplifiées pour les rendre accessibles et utiles à tous. En résumé, les banques centrales sont un concept totalement obsolète qui ne sert que le petit nombre d'individus qui sont en position stratégique d'en tirer parti. Elles servent les États qui les utilisent pour générer de l'inflation, qui est l'impôt le plus déloyal, car elle permet de te voler tes économies sans même devoir t'envoyer une facture d'impôt. Elles servent le système bancaire et les plus grandes entreprises dont les patrons sont les conseillers des politiques en leur donnant un accès illimité à la valeur de ton argent. Elles servent à te priver de l'accès à la propriété par des taux d'intérêt imposés plutôt qu'à l'appréciation des prêteurs. Elles servent à te tenir sous contrôle. Elles ne te servent jamais à toi, le citoyen. Elles ne servent pas le peuple. Les banques centrales sont inutiles. Elles sont une grave entrave à ta liberté. Elles te volent la valeur de ton argent. Elles sont une entrave au concept de propriété privée. Elles sont totalement anticonstitutionnelles. Elles doivent disparaître immédiatement. Si tu avais des individus honnêtes à la tête des États, même pas des gens instruits ou intelligents, j'ai bien dit juste honnêtes, ils t'auraient proposé ces changements depuis des années. Car comprendre ce que j'ai simplifié en moins de 10 minutes, en moins de 10 paragraphes, ne nécessite aucune intelligence. C'est à la portée d'un enfant de 7 à 10 ans. Mais tant que les politiques continueront à être élus, tu n'auras jamais de gens honnêtes à la tête des États. Tu n'y trouveras que des requins du pouvoir. C'est une évidence. C'est à toi de choisir. Mieux vaut une fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. L'horreur sans fin est ce que nous vivons depuis 3 ou 4 décennies. Nos politiques, nos constitutions, notre cadre légal sont en faillite constante. Ils sont tellement mal gérés que l'État abuse en continu de son pouvoir de créer de l'argent pour faire face aux crises successives que l'État est censé résoudre.
Nous passons d'une guerre à l'autre, de crash financier en catastrophe économique. La dette en héritage à nos enfants est monstrueuse. L'éducation est lamentable. La santé est un mensonge constant. La propriété privée n'est qu'un souvenir. Mais tout cela doit cesser. Les populations sont mécontentes. Pire, les gens sont tristes. Ils ont perdu leur joie de vivre. Ils ne se saluent même plus. Même si c'est dans l'horreur, nous devons mettre fin à notre système actuel pour qu'il puisse renaître. Nous devons mettre nos démocraties en faillite pendant une période aussi courte que possible pour limiter les dégâts. Mais nous devons le faire. Nous devons réécrire les bases, reconstruire de nouvelles fondations constitutionnelles et légales pour leur redonner leur force, pour les remettre au service des citoyens, de l'humanité, en fait de la planète. La seule façon d'avoir un réel impact est de tuer le nerf de la guerre. C'est de tarir les flux financiers dont les politiques se nourrissent. Nous devons le faire de façon rapide, brutale et coordonnée, sans violence, dans l'ordre et la dignité. Nous devons imposer notre volonté bienveillante. Et puisque personne ne nous donne ni les moyens constitutionnels, ni les outils légaux pour faire évoluer le système, nous utiliserons la non-coopération sociale de Mahatma Gandhi, le lying flat ou le let it rot de nos amis chinois. Je le développerai tout à l'heure. Encore une fois, aucune violence n'est nécessaire, ni même admise dans notre action de non-coopération sociale. Les armes n'y ont pas leur place, ni ne sont même une option, quelles que soient les circonstances. C'est une action inclusive. Elle vise à permettre à chacun de jouer son rôle dans la construction de l'édifice humain, politique, social et économique dans lequel nous choisissons de vivre ensemble. Tu ne chercheras pas à punir qui que ce soit. Tu ne chercheras pas à te venger de quelque mauvaise action dont tu es la victime. C'est sans objet, c'est sans valeur. Tu ne laisseras pas la noirceur de ton passé assombrir le seuil de ton futur. Tu ne seras connu que pour ce que tu proposes de construire, pour ce que tu donnes. Tu t'interdiras la violence que les États utilisent pour te contrôler. Tu ne t'abaisseras pas au comportement que tu reproches chez autrui. Tu seras conscient que la non-violence est le plus grand pouvoir des hommes forts. Tu te rappelleras que le vainqueur de toute guerre est celui qui organise la paix. C'est la seule façon de gagner une guerre. Tu seras cet homme. En fait, tu as déjà commencé à être cet homme. Tu trouveras toute la logistique de ton action, de ta feuille de route, dans les chapitres 11, non-coopération, articles constitutionnels, et 12, feuille de route, 13, mise en place de ce qu'il est nécessaire de mettre en place. Résumé. Les gouvernements se tirent une balle dans le pied. Imagine une nation dont la valeur du travail produite par les citoyens et toutes les entreprises, tous les acteurs économiques, donc le PIB, est de 1000 milliards de dollars, soit un peu plus que le PIB suisse qui est d'environ 800 milliards. Au taux de 40% d'imposition globale, ce qui est volontairement inférieur à la réalité, il collecte aujourd'hui environ 400 milliards.
Si le même État décide de ne prendre que 17% du PIB, toute taxe et tout impôt confondu, il ne collectera que, entre guillemets, 170 milliards la première année. Mais il ne lui faudra que 5 ans pour faire mieux et dépasser son budget initial. Les raisons sont les suivantes. A. Les citoyens produisent plus de valeur s'ils travaillent enfin pour eux, pas pour la protection de l'administration étatique comme aujourd'hui. Ils retrouvent leur motivation à entreprendre, à créer des sociétés, à inventer les produits et les services de demain. Ils conservent le produit de leur travail pour le réinvestir dans la croissance de leurs entreprises. B. Les citoyens retrouvent leur pouvoir d'achat. Ils relancent la consommation et donc l'économie réelle. C. Le coût de l'administration de l'État est divisé par 3 ou 4, remettant indirectement ces montants à disposition de l'économie réelle. L'État a un budget défini. Il doit remettre à disposition du marché du travail les 3/4 de son personnel. Les fonctionnaires qui travaillent pour l'État sont des gens hautement qualifiés. Ils doivent redevenir les centres de profit dont l'économie privée se nourrit, plutôt que de rester des centres de coûts étatiques comme ils le sont aujourd'hui. L'État décentralise. Il redonne aux professionnels les responsabilités qui leur sont dues et la logique financière qui va avec dans les secteurs de l'éducation, de la santé, des transports, des infrastructures, de l'énergie, enfin, dans tous les domaines. F. En rendant leurs responsabilités aux professionnels de tous les secteurs d'activité humaine, les États n'ont plus à maintenir des compétences dans les domaines qui ne sont pas les leurs. G. La compétition naturelle entre les bons et les moins bons acteurs de tous les domaines d'activité est plus forte, ce qui augmente la qualité des services et diminue les coûts. H. Toutes les procédures administratives sont tellement simplifiées, entre autres la collecte des taxes et impôts, qu'elles ne coûtent plus rien. Et surtout, elles redonnent un temps précieux aux citoyens qui peuvent l'investir dans leur travail. Je ne cite que quelques points principaux, mais la liste est sans fin. Tu dois obliger les systèmes de gouvernance à revenir à une gestion saine, accessible et compréhensible par un enfant de 7 à 10 ans. C'est à toi de l'imposer. C'est aux politiques de le mettre en place pour redonner sa force à l'État au service des citoyens, au service du peuple. Assez d'explications. Tu trouveras ci-dessous les articles constitutionnels 3 et 10, budget de l'État et discipline monétaire de l'État. Tu les retrouves ainsi que toutes les autres fondations constitutionnelles dont nous avons besoin pour redonner leur force à nos démocraties dans le chapitre 11, articles constitutionnels. Merci pour ton attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.